On m'a souvent dit, si tu veux t'exprimer, fais-le dans les yeux. Pas de notes, pas de bout de papier. Alors d'un geste maîtrisé, je la déchire, cette sécurité. Puis d'un geste moins maîtrisé, je la fais tomber. Et si on vous avait menti sur la prise de parole? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une conversation honnête avec un champion d'éloquence qui va vous apprendre comment mieux communiquer à l'oral, comment manipuler les masses grâce à l'éloquence, ce que ton corps dit pendant que tu essayes de convaincre, et comment créer l'autorité sans hausser la voix. Ça va littéralement être une formation gratuite avec Naïm. Salut Naïm, comment est-ce que t'en es arrivé à remporter des concours d'éloquence? Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à remporter des concours d'éloquence? Je pense que d'abord, faut comprendre qu'est-ce qui m'a emmené vers l'éloquence. Alors, comment j'ai commencé ça? Moi, j'ai compris très tôt, très jeune, que le pouvoir des mots avait justement la capacité de tout changer. Je viens d'un milieu où la communication, plutôt bien communiquée, c'est pas forcément, si tu veux, la chose qui est mise sur un piédestal. Et donc, quand mes parents ont décidé, pour m'extraire de ce milieu-là, me mettre dans des établissements privés, il y avait comme une certaine forme de dissonance entre la personne que j'étais et mon environnement à l'école. Et donc très vite, j'ai compris que si je ne communiquais pas de la bonne manière, j'allais être très rapidement mis à l'écart, parce que bien parler, ce n'est pas seulement bien parler, mais c'est surtout un marqueur social qui te permet de gravir tous les échelons de la société très rapidement. Alors moi, du coup, par la même occasion, je me suis mis à faire des concours d'éloquence, et j'ai compris quelque chose dans le cadre de mes concours d'éloquence, c'est que plus tu es capable d'être différent et authentique, plus tu avais des chances de gagner. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont se dire, bon, alors pour remporter un concours d'éloquence, il faut que j'ai une rhétorique parfaite, que mon discours soit structuré de la bonne manière, qu'il soit impeccable, mais est-ce qu'ils ont pensé réellement à ce qu'est l'éloquence, délivrer un message avec authenticité? Moi, j'ai été authentique dans ma prise de parole, c'est-à-dire que tu regardes mon discours, des fois je me montre vulgaire, des fois je me montre familier parce que c'est moi, c'est comment j'ai grandi, c'est comment je suis réellement, et j'ai été extrêmement différent de la plupart des personnes à ce moment-là lorsque j'ai pris la parole, et c'est, je pense, ce qui a fait que j'ai marqué les esprits à cette soirée-là. Ok, je vois bien. Et quand t'as commencé justement dans ce milieu-là, qu'est-ce que t'as appris en premier? Qu'est-ce que t'as fait justement pour devenir bon alors que tu partais littéralement de zéro? Introspectif, moi j'ai fait une rencontre au lycée. Peut-être que la personne se reconnaîtra, peut-être qu'elle se reconnaîtra pas, je lui ai jamais dit, j'ai jamais eu le courage de lui avouer, mais cette rencontre-là m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que je voyais que ce gars-là avait quelque chose de naturel. Tu rentres en seconde, tu connais personne, c'est un nouvel établissement, et à la fin de la journée d'intégration, tu te rappelles d'un seul prénom, et c'est le prénom de ce gars-là. C'est parce qu'il a été capable de faire quelque chose que les autres n'ont pas été capables de faire. Et donc je me suis beaucoup inspiré de lui. J'ai fait un gros travail introspectif. C'est pour ça que je dis, voilà, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous avez dans votre entourage. Et moi, le fait d'avoir été confronté à ce gars très rapidement, ça m'a fait me rendre compte que je n'étais pas à la hauteur, et que j'avais énormément de travail à faire d'un point de vue personnel. Et je me suis mis à bouquiner, je me suis mis à me challenger de manière journalière. Moi, j'avais peur d'aller aborder, par exemple, des filles dans la rue. Je me suis mis à faire ça. Je l'ai fait 1 million de fois. Et donc maintenant, c'est quelque chose que je sais faire. Et c'est également un exercice qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette certaine confiance, et cet air un petit peu arrogant slash séducteur lorsque je prends la parole en concours d'éloquence. Tout à l'heure, t'as parlé également d'un truc important, c'est délivrer un message. Comment est-ce que tu fais, toi, pour bien délivrer un message? Qu'est-ce que t'as appris en premier là-dessus? Pour bien délivrer un message, il y a plusieurs choses. Il faut avoir le fond. Et comme disait Victor Hugo, le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. C'est-à-dire que le fond sans la forme, il reste en bas. On ne le voit pas. La forme permet d'amplifier le fond et permet de le rendre visible. Donc moi, j'ai travaillé énormément sur la forme. La capacité à avoir une certaine présence à l'oral. C'est la capacité à véhiculer un message grâce à mon corps. La communication non verbale. La communication paraverbale, l'intonation, le rythme, la vitesse. Tous ces éléments-là ont fait que mon message, mon idée là, elle était déjà dans ma tête. Mais par contre, pour savoir la sortir et la véhiculer à un maximum de personnes là, il fallait que je sois capable d'avoir une forme impeccable. Et ça, j'ai beaucoup travaillé dessus, la présence, ce que j'appelle le charisme oratoire, donc la capacité à incarner une présence naturelle. C'est, selon moi, ce qui m'a permis de délivrer mon message à un maximum de personnes. Et toi également qui es sur les réseaux sociaux, tu dois bien le savoir.
C'est que pour faire passer des idées, faire passer un message, avoir de nouveaux clients par exemple sur les réseaux sociaux, il faut avoir un message fort et il faut savoir également le verbaliser à travers un hook par exemple qui permet d'accrocher directement l'attention. D'ailleurs, pour toi, tout à l'heure, tu as parlé un peu du dating, donc du fait d'aborder les filles. L'avantage de la présence, le principal avantage que tu as eu, toi, ça a été quoi? Le principal avantage de la présence, bah, déjà en fait, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, que ce soit une fille ou alors que ce soit même un collaborateur, la personne ne te connaît pas. Et encore plus quand c'est dans la rue, bah, tu peux vite renvoyer l'image de quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux. Quand tu te fais accoster dans la rue, soit c'est des gars des associations qui te font chier, soit c'est un mec un peu chelou qui va soit te soutirer de la thune, soit potentiellement t'agresser. Donc il faut, grâce à ton non-verbal, renvoyer l'image de quelqu'un qui te met en sécurité et qui te donne confiance. La parole et tout ce qui va être communication, qu'elle soit verbale, non verbale ou paraverbale, son but lorsque tu brises la glace avec un inconnu, c'est d'augmenter la confiance que la personne va avoir de toi. Et moi, ça m'a permis, grâce au fait que j'ai augmenté la confiance de toutes ces personnes-là, de pouvoir les rencontrer, d'avoir des discussions profondes et de faire des échanges incroyables. Ok, trop bien. Ça a été quoi, du coup, tes difficultés principales au départ? Parce que je me doute bien qu'au départ, c'était quand même une vraie galère pour toi de te lancer là-dedans. La peur du regard des autres. Je vais être honnête, t'as dû passer exactement par les mêmes étapes que moi quand t'as commencé par exemple à poster sur les réseaux sociaux. Quand bien même aujourd'hui, toi, t'as plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Moi également, je commence à développer une bonne communauté. Donc maintenant, c'est des choses que voilà, on sait faire, on n'a plus trop peur de le faire. Mais au début, lorsqu'il fallait se lancer, le regard des autres est terrible. Et Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres, mais pas parce que nos relations avec les autres sont toxiques, sont mauvaises, mais parce qu'on apporte tellement d'importance à la considération que les autres vont porter sur nous, que on se retrouve en enfer lorsqu'on ne vit que à travers le regard des autres. Donc qu'est-ce que le paradis? Bah, le paradis, c'est justement la capacité à s'en détacher. Et moi, ça a été un travail de longue haleine sur plusieurs années. Et encore aujourd'hui, j'éprouve de la difficulté dans certains contextes. Mais en fait, quand tu te challenges de manière journalière, c'est pour ça que je parle de désensibilisation progressive au stress, à la peur du jugement, bah, tu te retrouves in fine à faire des choses dont tu ne pensais pas être capable de faire il y a quelques mois, il y a quelques années en arrière. C'est quoi les croyances les plus profondes que tu aimerais briser chez les gens qui vont nous regarder par rapport à la communication orale? Par rapport à la communication orale, déjà il faut comprendre à quel point la communication orale c'est une peur pour les Français. C'est la seconde peur derrière la peur de la mort. Enfin, il faut quand même se rendre compte parce que la mort, c'est la mort physique, mais la prise de parole, ça peut potentiellement être la mort sociale. Parce que tu te mets en danger socialement quand tu prends la parole lorsque tu t'exprimes. Mais il faut comprendre qu'il faut voir à travers la prise de parole plus que quelque chose où ton but est de véhiculer un message, mais ton but est également de prendre du plaisir dans cette activité. C'est-à-dire de comprendre que à travers le fait que tu te challenges à prendre la parole devant des personnes qui potentiellement vont te juger, qui potentiellement ne te connaissent pas, c'est un risque fictif parce que tu vas jamais te faire tuer, mais c'est perçu et vu comme un risque. Et il faut être capable de se dire, ok, bah le fait que j'ai été capable aujourd'hui de prendre ce risque-là, ça me rend meilleur. Et aujourd'hui, ça a été une difficulté, mais demain, ça ne sera plus une difficulté et à terme, ça sera même une facilité. Donc, si je devais transmettre un message aux personnes qui nous écoutent, c'est la confiance en soi ne naît pas naturellement, elle naît de l'action que tu vas mettre en place. Multiplie cette action un maximum de fois et tu verras que, in fine, tu auras confiance en toi. Ouais, carrément, c'est ce que je dis aussi. Si tu fais un truc une fois, c'est sûr que ça va être terrifiant. Si tu fais 3 fois, tu commences à être habitué. Et quand tu l'as fait 100 fois, ça devient une habitude très simple. Et je vais te dire, moi, c'est pour ça que je différencie confiance en soi et estime de soi. Et il faut en fait travailler sur ton estime de toi parce que ton estime de toi, elle est interne à toi. C'est ton identité. C'est-à-dire que tu as assez d'estime pour te dire, ok, si tous les jours je me consacre à cette activité-là, dans un an, dans 2 ans, je vais être capable d'être le meilleur. Par contre, tu ne peux pas avoir à l'instant T confiance en toi parce que c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude de faire. Je vais revenir à un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé d'authenticité et également d'être différent. Pour toi, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ont peut-être une bonne éloquence ou en tout cas un bon style
et ils s'en rendent pas forcément compte. Même moi, parfois, le fait de, je sais pas, bégayer, je vais me dire, ah merde, je suis tellement nul. Et donc, comment des gens qui, de base, sont pas forcément forts, peuvent réussir à trouver leur différence? Tu vois, Ryan, tu l'as toi-même dit, tu te dis que t'es nul. En fait, on est tellement méchant avec nous-mêmes. Est-ce que la manière dont on se parle à notre nous intérieur, on parlerait comme ça à quelqu'un qu'on aime? À ton enfant, à ta sœur, à ta mère, à ton père? Évidemment que non, ou même à un ami. Si un ami te parlait comme ça serait même plus ton ami. Et la manière dont on se permet de se juger d'une manière tellement dure intérieurement, c'est totalement inédit et on laisse une certaine liberté à notre voix intérieure de nous insulter de manière quotidienne, alors que c'est l'une des pires choses pour notre estime de soi. Donc, comment trouver sa différence? En faisant. Il y a que par la pratique que tu vas découvrir quelle est ta réelle signature. Moi, la première fois que j'ai pris la parole, et il y a un juré, peut-être qui tombera sur cette vidéo, et je l'espère parce que il m'a apporté quelque chose, mine de rien, qui a pas mal changé ma vision de voir les choses. Il m'a dit, Naïm, t'as une communication qui est très bonne. J'ai pas de conseils concrets à te donner. Ton paraverbal, ton non-verbal est très bon et excellent, mais développe ta signature. Et je lui ai dit, ok, mais et j'ai mis plusieurs semaines à comprendre. Je lui ai dit, mais c'est quoi ma signature? Il m'a dit, qu'est-ce qui te rend différent? J'ai réfléchi, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des discours, j'ai pris la parole et j'ai compris. J'ai compris en fait, à force de m'exercer, j'ai vu l'image que je renvoyais aux autres, naturellement mon ethos. Quelle image les personnes ont de moi. Et au lieu de venir lisser cette image-là, j'ai capitalisé dessus. Parce que beaucoup de personnes vont avoir tendance à lisser en fait leurs traits de caractère. Au contraire, t'as un trait de personnalité qui parfois frôle l'arrogance ou l'extraversion à outrance. Et ben joue dessus, capitalise dessus un maximum. C'est ça qui te rend différent. Ouais, d'ailleurs, j'avais vu tes discours même avant de te parler sur Instagram, etc. Parce que je regardais très souvent des concours d'éloquence et j'avais vu Mhm. un de tes discours à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, tu as développé un vrai style, en tout cas, je trouve, avec notamment le fait d'utiliser l'ego pour capter l'attention et souvent de faire pas mal d'humour, voire de références. Euh, Mhm. En tout cas, tu dirais que c'est quoi ce qui compte le plus pour toi dans un discours, de manière générale, pour réussir à remporter des concours, ou en tout cas avancer loin dans le milieu de l'éloquence? Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est de prendre ces deux grosses qualités, son audace et son assertivité. C'est-à-dire que concrètement, et les cojones ou les ovaires si t'es une femme, de vraiment en fait monter sur scène et de donner 100% de, euh, de ce que tu peux donner tout simplement. En fait le concours d'éloquence, le discours en tant que tel, c'est une chance. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne va jamais t'écouter 5 à 10 minutes sans t'interrompre. Il va jamais y avoir peut-être 50, 100, 200, 400 personnes devant toi prêtes à écouter tout ce que tu vas dire. Donc c'est une chance de pouvoir véhiculer ces idées, de pouvoir transmettre un message. Alors ne gâche pas cette chance et justement serre-toi-en. Serre-toi-en pour être honnête avec toi-même, ne pas être hypocrite et être authentique dans ta prise de parole. Quels exos tu donnerais pour améliorer son Hmm. éloquence? Alors il y a plein d'exercices enfin qui sont théoriques, pratiques. Mais le meilleur, ça va être bateau, hein. Mais ensuite, je vais développer. Le meilleur exercice, c'est la répétition, c'est le passage à l'action. En fait, c'est l'exercice qu'on n'a pas envie de faire, le meilleur exercice. C'est l'exercice où tu te dis, non, bah, et comment est-ce que je peux faire pour m'exercer et ne pas faire ça? Non, bah, fais ça, en fait, justement. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Si t'as peur d'aller faire un stand-up, moi, j'avais peur de faire un stand-up. On m'a invité à faire des stand-up. Et j'ai dit, c'est mort, je vais pas faire ça. Et ben, j'ai dit, bon, bah, merde. Et puis voilà, je suis monté sur scène la première fois, je me suis tapé la honte. J'ai envoyé la vidéo à mon père. Je vais te raconter l'anecdote. J'ai envoyé la vidéo à mon père. Il m'a dit, mais tu me changes tout ce texte. C'est quoi que t'as fait? C'est n'importe quoi. Ça te ressemble pas. Et il avait raison, parce que ça me ressemblait pas. J'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu aller dans des extrêmes. Et 48 heures avant de passer devant 2000 personnes à la Bourse du Travail à Lyon, ce qui est c'est un truc de fou, hein. J'ai été invité à un sacré bordel. J'ai changé tout mon texte. 10 minutes de discours que j'ai dû réécrire et apprendre par cœur. 48 heures avant. Et, euh, et ça, en fait, mine de rien, c'est des expériences qui m'ont tellement challengé, qui aujourd'hui font en fait la personne que je suis, qui font la confiance que j'ai en moi-même, parce que la confiance ne naît pas de rien, la confiance naît de l'action. Et le meilleur exercice, c'est celui que t'as pas envie de faire. Après, voilà, je vais pouvoir vous donner également des exercices beaucoup plus concrets où vous allez pouvoir vous entraîner. Moi, il y a le jeu de 30 secondes, c'est un exercice que je fais souvent. Je te donne un mot au hasard, et pendant 30 secondes, tu dois parler de ce mot en reliant pardon, trois univers. Tu peux relier l'univers concret, l'univers émotionnel et l'univers symbolique. Par exemple, concrètement, vas-y, tu peux me donner un mot au hasard, je vais essayer de le faire. J'espère que je vais pas donner un mot trop difficile. Je dirais Mhm.
Inconscient. Inconscient. Et alors, ça serait plus simple si tu me donnais un objet, parce qu'en fait, je peux le relier aux trois univers dont je t'ai parlé. Je pourrais le faire après avec inconscient, mais c'est pour vraiment que les personnes nous comprennent. Ok. Un verre, comme un verre d'eau. Là, tu parles de l'univers concret. Alors, le verre d'eau, c'est quelque chose en verre, tout simplement, qui a une forme cylindrique dans lequel il peut accueillir tout un tas de liquides, que ce soit des jus, que ce soit de l'eau. Euh, Moi, le verre, lorsque j'étais petit, je marchais souvent sur des verres, sur des bouts de verre, parce que j'avais l'impression lorsque j'avançais, à chaque pas que j'avançais, que c'était douloureux. Là, je rentre dans l'émotionnel, tu vois. Et le verre également, c'est quelque chose qu'on peut voir à moitié vide ou à moitié plein. Et moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est de voir ce verre-là à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu à moitié vide, eh ben, je faisais que la moitié des actions qui étaient en mon pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner 100% de tout ce que j'avais à chaque fois et d'avoir cet optimisme qui me fait tant avancer. Et là, tu le relis par les trois, en fait, trois univers, le concret, l'émotionnel et le symbolique à la fin, où tu te sers en fait, de cet objet-là pour décrire quelque chose de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais tu peux le faire avec tout un tas de choses. Ok, en tout cas, c'est plutôt impressionnant. Je pense que moi et peut-être les gens qui vont regarder, ils vont se dire, au départ, c'était moyen. On se disait, bon, ok, c'est cylindrique, c'est un peu basique ce que tu as dit au tout départ. Et après, tu es entré de plus en plus dans l'émotion jusqu'à trouver des choses que la plupart des gens auraient peut-être pas trouvé naturellement. Donc c'est vrai que ça m'a plutôt impressionné. Et bah, en fait, c'est ta capacité à faire des ponts entre les idées. En fait, ce jeu-là, il travaille ta créativité, il travaille ta capacité à passer d'un univers A à un univers B, puis à un univers C, tout en gardant une suite logique. Là, je l'ai fait un petit peu en le bâclant, mais quand tu prends ton temps à le faire, tu peux vraiment faire. Moi, je m'amuse de temps en temps à le faire, et on part vraiment sur des trucs de fou. On peut parler pendant 5 minutes sur une histoire comme celle-ci, et ça t'aide énormément. Et dans ce jeu, à l'intérieur de ce jeu, si vous voulez mon conseil, limiter, ou plutôt supprimer totalement tous les tics de langage. Bah, tu vois, en gros, genre, vous les supprimez à chaque fois que vous en dites un, vous recommencez depuis le début, ou vous recommencez même avec un nouveau mot. J'essaie également de m'améliorer un peu dans l'éloquence. Et j'avais un exercice similaire, donc je sais pas si toi c'est quelque chose que tu as essayé, mais c'est quasiment la même chose. Je pose ma caméra et j'ai une liste de questions qui sont souvent des questions liées pour moi au prospect, donc au business. Et donc je vais essayer de répondre très rapidement à soit une objection, soit quelque chose que le prospect va dire et qui est pas bon dans un appel. Du genre le prospect qui va te demander direct c'est quoi le prix. Et tu vas par exemple répondre ah bah j'adore le fait que tu sois hyper honnête avec moi et que tu veuilles aller direct dans le concret. C'est une qualité que j'apprécie, mais j'ai d'abord quelques questions à te poser pour bien comprendre ta situation. Et donc en fait le fait de m'entraîner à faire ça devant une caméra, bah comme tu l'as dit, j'évite les bas, les et je commence à entraîner une réponse quasiment automatique. Bon voilà, pour les gens qui font du business, ça peut être plutôt intéressant. En fait, ça, c'est un super exercice, c'est l'interview imaginaire. C'est que tu fais comme si on te posait des questions et tu essayes d'y répondre de la manière la plus naturelle possible, la plus concise possible et la plus pertinente possible. Et ça me fait penser à un autre exo qui est intéressant, que j'ai découvert parfaitement au hasard. J'étais en train de briefer ChatGPT. Je lui demandais un prompt pour je ne sais plus quoi, et vu que j'avais la flemme d'écrire, je faisais une note vocale. Et je sais pas si toi aussi ça t'est déjà arrivé de le faire, mais quand tu fais une note vocale à ChatGPT, à chaque fois que tu dis ou bah, il la prend en note également. Et donc tout l'intérêt, quand tu fais ta note vocale à ChatGPT, c'est de parler le plus clairement possible, sans aucun tic de langage, parce que sinon ça risque de niquer le prompt. Et ça, c'est un exercice sur lequel tu peux Ouais, t'entraîner. parfaitement. C'est vrai que c'est une idée hyper intéressante. D'ailleurs, pour les gens qui aiment bien parler, j'ai une petite recommandation. C'est que, tu sais, le fait d'écrire des emails ou parfois d'écrire du contenu, ça peut prendre du temps parfois. Et en fait, tu as des outils maintenant, justement, d'IA qui vont comme Speechly ou Speakly AI, où tu parles et automatiquement, ça te fait le truc. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour s'entraîner. Et moi, c'est un truc que je commence à utiliser. Bon, de base pour être productif, mais c'est vrai que c'est aussi un bon exercice pour s'améliorer. En tout cas, Carrément. aujourd'hui, tu t'es lancé dans une forme d'accompagnement où, bah en fait, je sais pas quelle est ta cible, donc tu peux nous expliquer maintenant ce que tu fais et pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Mhm. Alors moi, ma cible concrètement, ma cible majoritaire, ça va être les entrepreneurs, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin d'améliorer leur capacité à l'oral pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et moi, en fait, je n'apprends pas seulement l'art oratoire ou l'éloquence dans mes modules vidéo et également dans mon accompagnement en one-one. J'apprends ce que j'appelle le charisme oratoire, la capacité à incarner une présence forte naturellement. Parce que le but,
c'est de bien parler, mais le but également, quand tu incarnes un certain statut, c'est quand tu entres dans une pièce, on te remarque, sinon ça ne sert à rien. Est-ce que les gens que tu accompagnes, ils ont un besoin spécifique et comment tu les aides? Ouais, bah moi les personnes que j'accompagne, souvent, c'est des personnes qui vont se sentir un petit peu invisibilisées par la société. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des situations où ils vont avoir des idées, ils vont avoir des compétences, ils vont avoir des connaissances, mais ils vont pas savoir mettre des mots dessus et ils vont souvent manquer de leadership lors de leur interaction. Le but, justement, c'est que moi, dans mon accompagnement, avant même de s'attarder sur les techniques, sur le fait d'améliorer ta communication non verbale, paraverbale, on s'attarde sur deux choses très importantes et extrêmement essentielles, quelle analyse de ton profil oratoire, savoir qui tu es pour savoir qui est-ce qu'on va te faire devenir, quels sont tes avantages concurrentiels pour qu'on capitalise dessus, quels sont tes axes d'amélioration pour qu'on les lisse un maximum, et également le reset mental, toute cette capacité justement à se servir du stress comme d'un effet de levier, un stimulant qui te permet d'entrer en état de flow, et pas comme d'un boulet qui te ralentit et qui inhibe ta confiance en toi naturelle. Ok, ça marche. Est-ce que tu as déjà vu des résultats du coup sur ces clients? Par exemple, je sais pas, est-ce que ça a augmenté leur taux de closing? Est-ce qu'il y en a certains qui ont un peu explosé sur les réseaux alors qu'avant, ils avaient des difficultés? Impressionnant. Honnêtement, moi j'ai des clients qui là concrètement, bah, j'en ai un d'entre eux, Yanis, qui lui a fait un TEDx. Donc c'est quand même un événement dans l'entrepreneuriat connoté très amélioratif où le but concrètement c'est de prendre la parole devant 400 personnes où tu te mets en danger et il a fait la meilleure prestation de la soirée. Honnêtement, il a fait un truc de fou. Lui, par exemple, qui fait du closing également, il a vu ses taux de closing vraiment level up parce que maintenant il arrive à incarner une certaine présence. J'ai Léopold Dutré qui lui est Mister France Île-de-France qui lui concrètement on a passé quelques appels ensemble, on a fait beaucoup de sessions de coaching et son discours, il a été amélioré de A à Z. J'ai d'autres personnes qui m'envoient des messages. J'accompagne beaucoup de femmes également qui me disent concrètement que ça a changé leur posture. Elle m'envoie des messages, elle me remercie, elle me dit que maintenant on me respecte, maintenant lorsque je parle, je suis perçu différemment. Et honnêtement, les retours, alors, ils sont extrêmement positifs et moi, ça me stimule dans le fait de continuer ce que je fais. Ouais, trop cool. Et super en plus que tu aies pu donner quelques exemples de clients. D'ailleurs, le fait que tu aies mentionné le fait qu'il y a quelques femmes, est-ce que c'est majoritairement des hommes du coup qui se sont intéressés à l'éloquence ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de femmes? Eh ben non, justement. En fait, on peut penser que, alors que rien à voir. Moi, dans mon accompagnement, c'est assez mixte. Il y a quand même pas mal de femmes qui, en plus de ça, sont généralement plus rigoureuses que les hommes que j'accompagne, qui vont me faire vraiment tout ce que je leur demande. C'est-à-dire que moi, je demande de manière journalière un récap, une note vocale ou écrit sur WhatsApp. Comme ça, moi, je peux suivre de manière journalière leur avancée. Et généralement, les femmes que j'accompagne sont des personnes qui sont très assidues et qui ont les meilleurs résultats. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça t'arrive parfois, par exemple avec un homme et une femme qui sont complètement opposés, de leur donner justement un conseil qui est opposé? Ouais, ouais, bien sûr, ça m'arrive. Mais après, généralement, en fait, mon but, si tu veux, en tant que coach, c'est justement d'adapter en fait les conseils que je donne en fonction de la personne. C'est-à-dire que, en fait, généralement, il va y avoir si tu veux, des points communs entre les personnes que j'accompagne qui vont tous avoir besoin de ce reset mental. Par exemple, ça c'est un axe majoritaire de l'accompagnement et quasi l'intégralité des personnes vont en avoir besoin. Mais d'autres personnes vont avoir tendance, vont en recevoir des conseils où leur but justement ça va être de canaliser leur énergie. Et d'autres ça va être de l'augmenter. Donc en fait, tu vois, c'est des conseils qui sont un petit peu vraiment opposés. C'est-à-dire que il y en a qui vont avoir une énergie débordante naturellement. Leur but est de canaliser cette énergie pour focaliser ça sur les mots importants. Et d'autres personnes qui vont avoir une énergie un peu plus basse, un peu plus faible. Et là, le but, ça va justement d'être de les stimuler un maximum pour qu'ils augmentent leur énergie lorsqu'ils donnent des phrases impactantes. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Dans la méthode de closing que je donne à mes clients, le premier truc que je leur demande de faire, c'est un peu une checklist où ils vont noter des points, du genre mon débit de parole est lent, je parle avec sérénité, ce genre de choses. Et en fait, parfois, les conseils peuvent être complètement opposés. Une personne qui a déjà énormément de charisme va essayer de sembler plus doux, alors qu'une personne qui a l'air justement un peu faible va justement essayer de sonner plus charismatique. Donc c'est vrai que
ça marche hyper bien. Et ouais, ce truc de checklist, en tout cas, ça marche très bien pour les gens. Notamment, il y avait un truc où ils avaient donné des checklists à des chirurgiens, donc des gens qui ont fait 10 ans d'études. Et en fait, cette checklist avec des Mhm. points importants hyper simples, du genre vérifier que tu opères le bon côté, bah, en fait, il y avait 47%, je crois, de morts en moins et 36% de complications après l'opération en moins. Donc, c'est plutôt utile. Et je pense que ça peut servir en tout cas aux gens qui se disent, OK, j'aimerais garder un état stable lorsque j'essaye de parler. Tu lis ta checklist avant chaque appel ou avant chaque moment important et ça peut t'aider à avoir une meilleure énergie. Ouais, non, clairement. Et c'est marrant, c'est le truc de checklist, ça veut dire qu'il y a quand même des chirurgiens qui opèrent le mauvais côté sans s'en rendre compte. Donc c'est vrai que c'est important de, tu vois, de conscientiser ce que tu es en train de faire. Mm. Ouais, parfaitement. En tout cas, je pense que ça peut aider dans une démarche de s'améliorer en communication. Euh, Ouais, c'est sûr. En tout cas, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que un truc important, c'était d'oser, d'entre guillemets, passer à l'action, de faire des choses qui font peur. Mais si tu devais quand même essayer de donner 3 conseils, les 3 plus importants, pour augmenter sa présence et qui ne sont pas juste de passer à l'action, est-ce que tu en aurais? Hein. Bah, pour augmenter sa présence, déjà, il y a une notion très importante, c'est l'ancrage. C'est tout ce que c'est les comédiens, les humoristes travaillent énormément dessus. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'humoristes, d'être en lien, en contact avec des humoristes et des comédiens. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux et ils m'ont beaucoup appris également sur mon propre métier. Et la notion d'ancrage est essentielle. C'est-à-dire que tu sois assis ou debout, tu dois être ancré. Et que chacun de tes gestes, lorsqu'ils sortent de ta position de base, c'est-à-dire la position dans laquelle tu es, doit être conscientisé et maîtrisé. Tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas tes gestes qui te guident, c'est toi qui guides tes gestes et ils vont venir illustrer ce dont tu es en train de parler. Ça, c'est le premier conseil, l'ancrage. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur d'être polarisant. Parce que à vouloir fédérer 100% des personnes à qui tu parles, tu ne finiras par fédérer personne. Le but est de parler de manière authentique et ça se ressent quand tu es authentique. Et quand tu es authentique, tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont détester ce que tu fais. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Mais il va également y avoir des personnes qui vont adorer à un point tellement fou ce que tu fais qu'ils vont vouloir te suivre jusqu'au bout du monde. C'est pareil, par exemple, qui toi est dans la niche business où tu sais que tu dois parler à un persona. Si tu parles à toute la Terre, tu parles à personne. C'est exactement la même chose en communication. Yes, précisément. Et en plus, la plupart du temps, quand je suis en appel avec quelqu'un, la personne me dit, OK, ça fait pas mal de temps que je te suis et j'adore le fait que tu sois direct. C'est vraiment un truc qui revient tout le temps. Le fait d'être direct, d'être hyper honnête avec les gens apprécient en général. Alors il y en a qui vont mal réagir. Mais en général, c'est justement les gens qui sont pas forcément dans ta cible. Ouais. Et je vais te donner un troisième conseil. J'essaie de te donner des conseils qui sont pas trop vus de partout. Je pourrais te dire que ouais, le but, c'est de travailler ta communication non verbale. Pour la travailler, tu t'imagines un carré autour de ton nombril et tu places tes mains dedans. Tu parles lentement avec ces dernières et chaque geste doit être maîtrisé. Il faut également avoir des expressions faciales qui sont coordonnées avec ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que ton regard, il peut faire passer plein de messages, ton sourire également. Mais je vais te donner un conseil qui, selon moi, est l'un des meilleurs conseils et qui caractérise quasi l'intégralité des bons orateurs et qui est sous-estimé et que je n'entends concrètement nulle part, c'est la faculté d'avoir vécu des expériences dans ta vie, tout simplement. Avant de s'attarder sur le savoir parler, il faut également construire le savoir-être. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Est-ce que tu as vécu des situations qui t'ont mis en difficulté? Est-ce que tu as été confronté à des situations à risque? Est-ce que tu as des histoires à raconter? Ça se ressent en fait dans ta personnalité. Tu construis ta personnalité, ton identité, d'où la signature dont on parle depuis le début. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire l'importance avant de vouloir apprendre à parler, il faut également apprendre à vivre. Parlant de raconter des histoires, j'ai une question un peu piège, en tout cas un peu difficile peut-être. Qu'est-ce que tu penses d'Oussama Hamar qui justement va raconter pas mal d'histoires, mais on sait que parfois il va complètement extrapoler, voire un peu mentir ou exagérer des situations? Tu tombes sur la mauvaise personne parce que moi j'aime beaucoup Oussama Hamar et ce qu'il raconte.
Je le trouve extrêmement fort. Je crois en toutes ces histoires parce que moi aussi, comme Moussa Mahamar, j'ai beaucoup voyagé et je sais que quand tu voyages, t'es confronté à des situations totalement loufoques auxquelles tu n'es jamais confronté dans ton quotidien. Quand il dit il a bu un verre avec le chef des Yakuza, je le crois. C'est possible. J'étais au Japon, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Franchement, ça me semble pas totalement inventé de toutes pièces. Et il a une capacité à raconter des histoires. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais Oussama Hamar, il raconte qu'il est tout le temps avec des top modèles, des mannequins. C'est un menteur parce que voilà, il est comme ci, parce qu'il est comme ça physiquement. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, si vous aviez la même capacité de storytelling qu'Oussama Hamar, évidemment que toutes les filles auraient envie de passer du temps avec vous parce que vous êtes inspirant. Effectivement, ça me fait penser un peu à l'anecdote de Nicolas Sarkozy, je crois, où il disait ok, j'ai vu cette femme qui est devenue sa femme, Mm. en 15 Ouais. minutes, elle était déjà amoureuse de moi parce que, bah, on le sait, il est assez bon dans le fait de parler. C'était quoi? Je crois qu'il lui avait dit, c'était un ami à lui qui lui avait dit, ouais, t'arriveras pas en 15 minutes, je sais pas quoi. Il a dit non, 15 minutes c'est trop long, en 5 minutes c'était déjà plié, un truc dans le genre. Il a dit quelque chose, Mm. une phrase dans le genre. Et ouais, mais évidemment, en fait, oui, c'est important d'être beau gosse, d'être propre sur soi. On travaille tous dessus. Mais lorsque tu as des capacités en communication exceptionnelles, ça vient tout briser. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça a déjà marché pour toi? Alors là, je sais qu'on sort du cadre business, mais est-ce que dans le dating, tu as déjà eu une expérience où ça s'est hyper bien passé ou un truc où ça s'est hyper mal passé? Alors, la question c'est plutôt laquelle choisir, où ça s'est bien passé. Oui, bah évidemment, tu vois, moi j'ai rencontré la majorité des filles que j'ai rencontrées, c'est des filles que j'ai rencontrées dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours. Moi, je n'utilise pas tout ce qui va être application de rencontre, même Instagram. Euh, Pourtant, Dieu sait à quel point, lorsque j'ai fait des vidéos d'éloquence sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des sollicitations féminines sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Mais ce n'est pas, si tu veux, mon canal d'acquisition favori. Mon canal d'acquisition favori, c'est tout simplement la vie de tous les jours, la rencontre naturelle. Et je pense que dans une société où tout est ultra simplifié, où les personnes rencontrent d'autres personnes via le biais des applications de rencontre, via le biais d'Instagram, les femmes fantasment la rencontre naturelle. Et moi, c'est que comme ça que je fais les meilleures rencontres, les plus authentiques, les plus honnêtes et qui aboutissent le mieux. Mm. En plus de ça, tu élimines la majorité de la concurrence, je pense, dans le sens où la plupart des hommes ont peur de déranger, peur d'être rejetés, et donc ils n'osent pas. Ouais. Évidemment, en fait, tu te places si tu veux, y a plus d'intermédiaire. Quand l'intermédiaire, c'est les applications de rencontres, moi je la court-circuite totalement. C'est-à-dire qu'il y a zéro intermédiaire entre toi et la fille avec qui tu as envie de parler. Et tu ne pries pas pour l'algorithme, tu pries justement, enfin tu ne pries pour rien, parce que c'est toi en fait qui décides de qui tu vas avoir, de comment la conversation va se dérouler. Et en fait, tu te laisses guider par le courant et puis en fait, tu sais pas, parfois tu croises une fille dans la rue et si tu ne lui avais pas parlé, t'aurais jamais imaginé que t'allais partir en voyage avec elle une semaine après, par exemple. Et quand moi des fois, je suis là et je suis au restaurant avec une copine ou alors je suis à droite, je suis à gauche et je me dis, mais en fait, ce jour-là, si j'avais pris une rue différente, là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on l'aurait jamais vécu. C'est fou quand même. Ça t'est arrivé du coup partir en voyage avec quelqu'un une semaine après? Bah, moi, quand j'étais en voyage, là, j'ai fait 5 pays en 3 mois. Euh, je vais te raconter par exemple l'anecdote d'une japonaise que j'ai rencontrée à Kyoto. Euh, on allait voir avec des amis à moi que j'ai rencontrés plutôt dans la matinée, un atelier de mochi pour faire des mochi. Je sais plus c'était quoi c'était quoi le goût, mais bref, c'était un truc de mochi où tu tapais la pâte. Et la session a été annulée et c'est la femme de la réception qui nous annonce ça. Et moi je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, on va essayer d'aller badiner légèrement avec elle. Et finalement on a passé, si tu veux, les, les derniers jours de mon voyage au Japon, je les ai passés avec elle. Elle m'a aidé à finaliser, à préparer mes bagages, à partir. Elle m'a fait visiter la ville. On a mangé, on a fait des trucs de fou. Et en fait, je me suis dit, ok, mais si ce moment-là, je n'avais pas décidé, tu vois.
de prendre mon courage à deux mains, eh ben, je n'aurais jamais vécu ces expériences-là avec elle et je serais passé à côté de quelque chose de fantastique. Ok, super intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé, même si c'était pas exactement ce sujet, de canal d'acquisition. En parlant de ça, qu'est-ce que ça t'a rapporté le fait d'être sur les réseaux? Tu peux parler en chiffres, comme tu peux parler de façon plus généraliste. Qu'est-ce que ça m'a rapporté d'être sur les réseaux sociaux? Moi, l'une des choses que j'apprécie le plus, c'est que on valorise en fait ce que tu fais lorsque tu as des abonnés aujourd'hui. Instagram, c'est ton CV, et moi, ça m'a rapporté énormément de connexions. Vraiment avec des personnes avec lesquelles je regardais leur contenu, tu vois, et sans les connaître, avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est des gens avec qui je suis en contact. Et je me dis, putain, c'est fou quand même, c'est incroyable comment ça va vite. Et en termes, si tu veux, pour parler revenus, moi, ça m'a permis de quitter mon taf. Je vendais des matelas pendant 8 mois. C'était galère. Je me levais le matin très tôt pour avoir le temps d'aller au sport, de travailler également sur mon projet sur YouTube en parallèle. Et ensuite, je vendais des matelas toute la journée. Ça me faisait mal au crâne. J'étais pas bien. Ça m'a permis de quitter mon taf, de partir en voyage, de rencontrer des personnes exceptionnelles, d'avoir des clients avec qui je m'entends extrêmement bien, de rencontrer tout un tas de personnes. J'ai rencontré également des élèves à moi que j'ai accompagnés qui sont top dans la vraie vie. Moi, ça a changé ma vie. Je te jure, ça a changé ma vie. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable ça, on s'en rend pas compte, mais parfois tu peux admirer des gens sur les réseaux sociaux. Quand tu commences à créer du contenu dans la même niche ou dans une niche un peu similaire, les gens vont commencer à te Mhm. suivre. Et un jour, tu vas cliquer sur leur Ouais. profil, tu vas voir un contenu que tu aimes bien, et tu vas te rendre compte qu'en fait, la personne te suit alors que tu te dis, bah, cette personne est super cool et en fait, elle est abonnée à moi, par exemple. Euh, Mais de fou. J'avais vu d'ailleurs que, parce que du coup, je t'avais dit que j'avais déjà vu par le passé un de tes concours d'éloquence. Et donc, je suppose, je m'étais abonné à ta chaîne YouTube. Je sais pas si je me suis abonné. En tout cas, j'ai regardé les vidéos. Et à l'époque, tu vendais une formation. Qu'est-ce qui t'a concrètement apporté du résultat? Est-ce que c'était plus la formation ou est-ce que c'est maintenant que tu es plus sur un format accompagnement? Alors, et c'est vrai qu'il y avait un très mauvais marketing autour de ma formation low ticket, mid ticket. Il y avait un très mauvais marketing dessus. Moi, j'ai commencé comme ça parce que je savais faire que des pages de vente Podia un petit peu claquées où j'essayais de vendre des produits. Mais oui, en termes de chiffres, évidemment que mes accompagnements me rapportent plus que la formation, mais je suis biaisé parce que je n'ai pas mis les mêmes efforts et j'ai pas eu la même stratégie marketing avec mes produits en formation que je vendais sur YouTube à l'époque. Hmm. Ok, ça marche. Hyper intéressant parce que je voulais Pour te, voir. pour te, pour te donner, pour, pour te donner un exemple, moi au début je suivais beaucoup Antoine BM, j'imagine que tu dois le connaître, et il parlait souvent des petits produits, et c'est ça en fait qui m'a donné envie de créer des pages de vente sur Podia. Ouais, je vois, il est un peu anti-high ticket. Et c'est vrai que du coup, ça a pu potentiellement te biaiser dans le sens où tu te disais, ok, cette stratégie Hmm. marche toujours. Et c'est vrai que maintenant, c'est pas forcément le plus simple pour être libre parce que tu as besoin, imaginons, de 10 personnes qui achètent pour avoir un revenu assez confortable. Sauf que comment tu trouves 10 personnes? C'est tellement plus simple de trouver une ou deux personnes qui payent un peu plus cher pour quelque chose avec un vrai suivi. Ouais, clairement, clairement. Mais après, moi, du coup, plus le temps passe et plus je me dis, ok, maintenant, est-ce qu'avoir un écosystème dans lequel tu as un petit peu de tout, c'est pas la meilleure idée? Là, tu peux parler chiffres, en tout cas, si tu veux être honnête là-dessus. Combien tu as de clients par mois et à peu près combien ça te rapporte? Je pourrais un peu te guider là-dessus. En termes de chiffres de ce que mon activité rapporte aujourd'hui, Ouais, exactement. je suis entre, ça dépend des mois, mais je suis entre, ouais, aux alentours de 5 000. Ah ouais, pour moi, c'est pas assez. Je pense que ton accompagnement doit être vers 2000, non? C'est ça. Ouais, dans ce cas, vaut mieux se focus à 100% sur l'accompagnement, essayer d'avoir plus d'appels, essayer de toucher plus de prospects. Potentiellement, si je devais vraiment faire une stratégie optimisée, je pense que j'essaierais de m'inspirer. Tu sais, le Vietnamien, je pense qu'il est allé aux États-Unis ou en Australie, qui parle justement de communication orale. J'essaierais de m'inspirer de ces vidéos, d'en poster peut-être 2 fois par semaine sur YouTube, sur Instagram, faire des séquences de stories où tu donnes des lead magnets et d'avoir un setter qui parle à ta place aux gens tout simplement sur ton compte Instagram. Je pense réellement que tu Hmm. peux aller chercher beaucoup plus parce que si ton offre est à 2000 euros, là, ça veut dire que tu en vends peut-être 2, 3, 4 par mois, max.
Ouais, en fait, c'est ça. Mais là, concrètement, là, sur le mois de février, ça se passe mieux parce que j'ai mis des choses en place qui concrètement vont pouvoir me faire atteindre de meilleurs résultats. Ouais, évidemment que là, je sais que sur les derniers mois, honnêtement, je me suis un petit peu branlé parce que j'étais en voyage, parce qu'il y a des trucs qui se sont passés comme ils n'auraient pas dû se passer. Donc évidemment que ouais, je sais qu'il y a un manque à gagner qui est tout à fait exceptionnel. C'est pour ça que là, je suis en train de retravailler toute ma stratégie et là, sur les prochaines semaines, normalement, ça risque de beaucoup mieux se passer. Mm. Ouais, en tout cas, tu sais que à ce chiffre-là, t'as pas forcément besoin de de te diversifier. Parce que l'erreur, souvent, quand tu es vers 3 000, 5 000 euros par mois, c'est de te dire, ah bah, je vais essayer de lancer des nouveaux produits. Et en fait, tu perds ton focus sur le produit principal. Et finalement, justement, ça t'empêche d'aller au niveau supérieur, alors que tu peux clairement chercher 10 000, 20 000, voire même plus. Parce que honnêtement, tu as gagné un concours d'éloquence. Les gens qui te voient sur Instagram, par exemple, comme moi, ils t'avaient déjà vu sur YouTube. Et donc, tu as un avantage énorme sur une grande partie de la concurrence. C'est comme, je sais pas, Michael ou tous les gens qui ont vu sa vidéo sur YouTube et qui ensuite le voient sur Instagram, bah, ils le suivent automatiquement parce qu'ils se disent, ah ouais, ce mec, je le connais, j'ai vu sa vidéo et tout. Et donc, tu peux facilement convertir, je pense, à partir de ça. Yes, bah franchement, c'est ce que je vais mettre en place. Faut pas que je néglige YouTube parce que c'est un canal d'acquisition de fou. Honnêtement, YouTube, moi j'adore la plateforme et tes vidéos elles se référencent avec le temps, enfin, c'est incroyable. Donc il faut pas que je mette ça de côté. Et oui, là là je parle vraiment sur du moyen long terme de diversifier, d'avoir tout un écosystème autour de moi ce que je produis. Mais c'est vrai que là déjà avec mon premier produit, il reste encore énormément de choses à faire, c'est sûr, je te rejoins à 100% dessus. Hmm. Ouais, même peut-être un jour augmenter tes prix. Après, je sais pas pour combien de temps c'est et ce qu'il y a dedans exactement. Mais c'est vrai que, franchement, 2000 euros, je me serais attendu potentiellement à plus. Après, peut-être que tu attends d'avoir plus de preuves sociales pour augmenter légèrement. Là honnêtement, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées et les résultats que j'ai apportés, c'est vrai que, et au niveau du temps que moi ça me prend, de la delivery exceptionnelle qu'on a dans l'accompagnement, c'est vrai que là je songe très honnêtement à potentiellement augmenter mes prix pour m'y retrouver plus. Ok. En tout cas, si on revient sur un sujet, sur la communication orale, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite gagner un concours d'éloquence, hors les conseils qu'on a déjà vus? Laisse-moi réfléchir pour donner quelque chose quand même de pertinent. Alors, bon, plusieurs choses déjà pour moi, parce que je sais que dans les concours d'éloquence, beaucoup de personnes le font, ils ont des notes. Pour moi, parler sans notes, c'est mieux. J'ai même envie de dire que déjà c'est un élément différenciant par rapport à tous ceux qui parlent avec des notes, parce que en fait on n'a pas envie de voir quelqu'un qui lit en fait, on a envie de sentir une présence autre. Ensuite, le conseil que j'aimerais donner, que je n'ai pas donné depuis le début, et c'est un conseil qu'en plus de ça qui est très pertinent, c'est de miser énormément d'énergie sur les 30 premières secondes de ton discours. Pourquoi? Parce que le but d'un concours d'éloquence, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un concours d'éloquence. C'est un événement dans lequel il va y avoir peut-être entre 5 à 10 personnes qui vont passer d'affilée devant une salle entre 200 et 1000 personnes peut-être. Et le but, c'est de capter l'attention très rapidement des personnes qui ont déjà écouté d'autres discours avant le tien. Et tu vas pouvoir potentiellement ennuyer les personnes si tu n'es pas capable, dès les 30 premières secondes, d'apporter une énergie différente. Il faut que tu te poses la question, comment je fais pour que dès les 30 premières secondes, j'ai capté absolument l'attention de tout le monde? Moi, pour prendre mon exemple personnel, c'est quelque chose que j'ai très bien fait parce que je suis arrivé, j'ai déchiré mes feuilles devant tout le monde. En plus de ça, je les ai fait tomber comme un sgeg et j'ai dû les ramasser et ensuite faire un petit peu d'autodérision. Mais par en fait ces mécanismes-là, j'ai capté l'attention dès le départ. Et ensuite, une fois que tu as capté l'attention, il faut voir ton discours comme une montagne russe et pas comme une autoroute linéaire. Pourquoi il faut le voir comme une montagne russe? C'est parce que parfois, tu vas monter, parfois ça va redescendre d'un coup, parfois ça va aller à gauche, ensuite ça va faire un looping. Il faut que ton public ne devine jamais quel est ton prochain mouvement. Et à chaque fois, à toutes les minutes par exemple, d'envoyer des relances. Et ces relances-là, elles peuvent être d'ordre humoristique, émotionnel, orgueilleuse, peu importe. Mais il faut que tu sois capable de reprendre l'attention de toutes les personnes qui ne l'ont plus ou qui l'ont perdu, par exemple.
Ok, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, sur la plupart des points que tu as dit là, je les reconnais dans le business. Exemple, le fait de ne pas lire un script. Lorsque tu lis un script, lorsque tu essayes de vendre par exemple, ça se ressent. Et en plus de ça, tu t'améliores pas personnellement. Alors que lorsque tu t'entraînes à ne pas avoir de script, justement comme toi, tu peux un peu improviser. Également, tu as parlé des 30 premières secondes. Bah pareil, sur YouTube, c'est les 30 premières secondes qui sont les plus importantes parce que la vue est comptabilisée à partir de 30 secondes, mais même sur Instagram, c'est la même chose. Et également faire que les gens ne devinent jamais la prochaine chose que tu vas faire, c'est également un truc pour faire que les gens, justement, restent sur ton contenu. Pour le coup, c'est un contenu en direct, mais c'est finalement un peu les mêmes règles qui sont dedans. Exactement. Ouais, c'est pour ça que moi je parle par exemple de hook oratoire. C'est-à-dire, je reprends un petit peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce concept de hook, marquer l'attention dès les 7 premières secondes, dès les 3 premières secondes même. Et ben ça, je l'implémente à toutes mes prises de parole, parce que le but c'est de capter très rapidement l'attention de tout le monde. Et tu fais bien de le dire, hein, dans le business c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la communication c'est un domaine qui est extrêmement transversal et qui s'applique à tout un tas de secteurs différents. Mm. Yes, en tout cas, je suppose que lorsque tu sais mieux communiquer, tu sais aussi mieux créer des hooks, des accroches qui captent l'attention. D'ailleurs, à part, alors ça, je m'en souviens, tu avais donné le conseil sur le fait de, par exemple, de montrer de l'ego ou d'être différent. Mais est-ce que tu as d'autres conseils pour essayer de hook? Ça se trouve, tu n'en as pas, mais je t'écoute. Ouais, bah tu peux ce qu'on faire, si tu veux, ce qu'on appelle une question rhétorique. Ça marche bien. En discours, lorsque tu es sur scène, moi par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai posé la question, bonjour mesdames, messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous êtes tombé amoureux? Et là, quand tu poses cette question-là, c'est pas qu'une simple question, elle n'est pas anodine cette question. C'est quand tu poses la question, quelle est la dernière fois que vous êtes tombé amoureux, bah dans la tête des personnes qui t'écoutent, elles se remémorent leurs derniers souvenirs d'amour. Et elles sont, en fait, tu les transportes avec toi dans un univers qui t'est propre. Et ensuite, je surenchéris en disant, vous savez, ce sentiment, je sais plus exactement mon discours, mais ce sentiment inestimable, inné, je sais pas quoi, je fais des rimes comme ceci, où je dis concrètement, où ça vous prend par la gorge, où vous vous sentez comme ceci, comme cela. Et en fait, tu te transportes avec toi très rapidement les personnes qui t'écoutent parce que tu leur fais ressentir des émotions et tu leur fais, grâce à tes questions, se remémorer des souvenirs qui étaient plaisants ou même douloureux. Mais qu'ils soient plaisants ou douloureux, en réalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir l'attention. Ouais, c'est comme si tu essayais de viser une seule personne. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'essaie toujours de lier à mon propre sujet. Lorsque j'essayais de cibler une seule personne, parfois une personne réelle ou une personne, ça peut être un avatar, avec mon compte Instagram notamment, parce que ça fait des années que je crée du contenu, bah à chaque fois, je me surpassais. Parce que je me disais, ok, il y a une personne, je dois absolument la faire réagir, je dois absolument, plutôt que de te dire, ok, c'est juste une foule. Et donc là, c'est un peu ce que tu as fait. Tu as essayé de faire en sorte que les gens, c'est comme si tu parlais à une personne spécifique, et derrière, elle peut imaginer ce qu'elle veut par rapport à la question rhétorique que tu as posée, plus ensuite tu lui fais ressentir des sentiments, tu lui rappelles. T'as à peu près tout résumé. Et, euh, et c'est pour ça que c'est ultra, en fait, c'est quasi la même chose que sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu peux mettre en place ce qu'on appelle une déclaration paradoxale, où tu peux établir un fait surprenant. Par exemple, lorsque tu dis sur les réseaux sociaux en hook, ne fais pas de sport pour perdre du poids, tu vois, c'est un hook. Et les gens ils se disent comment ça ne fait pas de sport pour perdre du poids? On m'a toujours dit qu'il fallait faire du sport pour perdre du poids. Tu peux faire exactement la même chose lors de ta prise de parole, c'est pareil. Ouais, exactement, ça marche très bien. Également, les trucs du genre tu ne sais pas faire ça, ou tu n'as pas compris ça, ou alors arrête de faire ça, ça marche hyper bien. En tout cas, tous mes clients qui font des accroches un peu négatives, ça marche. Le pire, c'est que j'ai carrément une cliente dans les vêtements, et carrément, bah, elle a attaqué d'autres marques, et en gros, en disant Shein vous arnaque, telle marque vous arnaque, notamment avec les trucs de polyester, ce genre de choses. Et le fait qu'il y ait le mot arnaque hyper négatif, et où les gens ils sont un peu en train de découvrir quelque chose, ça capte énormément l'attention, pardon. Ouais, non mais ouais, ouais, je te rejoins à 100%. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de ponts entre réseaux sociaux et communication, parce que de toute façon, les réseaux sociaux, c'est de la communication, j'ai envie de dire. Donc, en vrai, c'est la même chose. Je suis pas allé regarder, mais c'est quoi les vidéos qui t'ont fait le plus connaître sur les réseaux? Peut-être qu'on peut en apprendre plus par rapport au hook que tu avais fait ou le sujet que tu avais choisi. Alors, les vidéos qui m'ont fait le plus connaître, bah, pour commencer, c'est les vidéos d'éloquence, qui m'ont rapporté, je pense, la moitié de l'audience que j'ai actuellement. Dont une vidéo, par exemple, sur Instagram, qui est aujourd'hui cumule 5 millions de vues à elle seule.
Donc c'est quand même tout à fait exceptionnel pour une vidéo de 30-40 secondes dans laquelle je commence en disant j'ai pris mes deux grosses qualités, tu vois, je suis sur scène comme ça, mon audace et mon assertivité, et j'ai décidé d'aller lui parler, et ensuite je fais la fameuse réplique coucou princesse, t'as bien dormi, t'as pas rêvé de moi. Et là en fait ça a tellement bien marché que la vidéo a fait le tour en fait d'Instagram extrêmement rapidement, 1 million de vues en 24 heures. Là, actuellement 5 millions de vues. Donc cette vidéo a extrêmement bien marché. Donc en fait, on en apprend beaucoup sur cette notion de contraste entre le fait que je suis en costume sur scène face à un pupitre dans un écosystème, si tu veux, assez structuré, assez cadré, qu'est le concours d'éloquence. Et dans ce même écosystème-là, je viens et je dis que je prends mes deux grosses qualités. Ensuite, je dis coucou princesse, qui est une ref TikTok. Et en fait, ça a tellement surpris que au final, ça a très bien marché et plus que ce que je l'imaginais. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos, cette fois des vidéos par exemple éducatives qui avaient bien marché, juste pour essayer de trouver, ok, est-ce qu'il y a des hooks, est-ce qu'il y a des sujets qui ont bien marché pour toi? Ouais, bah, il y en avait une autre qui m'a rapporté, je crois, il me semble, 15 000 abonnés. Une vidéo où je parle l'une des premières fois de ce que j'appelle le charisme oratoire. Où je disais, pour avoir du charisme oratoire, tu n'as pas besoin de parler plus fort. Il me semble que c'était ça l'accroche. Et ouais, la vidéo m'a rapporté, je crois, 15 000 abonnés. C'est un truc de fou quand même. Pour une vidéo qui a fait 500 000 vues, un truc dans le genre. Donc ouais, grosse vidéo. Et ouais, c'est vrai que les vidéos où je donne de la valeur, c'est des vidéos qui fonctionnent bien. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a quand même une corrélation positive entre plus dans la vidéo, je me montre polarisant, plus ça fait des vues et ça fait de l'interaction. Ouais, t'as des exemples de polarisation que t'avais fait à un moment? Bah là, très récemment, une vidéo, bah, la vidéo qui a le mieux marché sur la semaine dernière, c'est une vidéo où je suis là, je porte un costume et je suis un petit peu nonchalant et je dis, en vrai, ça me fait chier de mettre des costumes lorsque je fais des trucs d'éloquence. Si je pouvais venir en maillot de foot, enfin, ça m'arrangerait quoi. Ou je dis un truc comme ça, pendant 1 minute, je parle du fait que ça me fait chier de mettre un costume. La vidéo a sollicité énormément d'interactions, énormément d'engagement. Sur TikTok aussi, ça a bien fonctionné. Donc, en fait, c'est là que tu comprends que quand tu montres un petit peu d'arrogance, de nonchalance, les gens n'aiment pas trop, et quand t'es polarisant, ça fait réagir. Ouais, effectivement. Ok, en tout cas, c'est hyper intéressant la vidéo qui t'avait rapporté 15 000 abonnés. D'ailleurs, petit conseil, si c'était il y a à peu près, je sais pas, 6 mois, bah en fait, tu peux la reposter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié et donc ça va refaire des vues, peut-être un tout petit peu moins. Mais en général, une vidéo qui a bien marché il y a 6 mois va refaire quasiment le même nombre de vues si tu la repostes maintenant. Donc, petite technique, si tu veux Ok, regagner un petit, je sais pas, 5 000 abonnés en plus, ça peut potentiellement marcher. ok, bah tu sais quoi, je vais tester ça. Et là, figure-toi que ma vidéo qui a fait 5 millions de vues, c'est un repost d'une vidéo qui avait fait 3 ou 400 000 vues. Je l'ai juste raccourci et j'ai mis directement le moment du hook et 5 millions de vues. Hmm. C'est fou ça, ouais. Et toi, t'en penses quoi des réels d'essai, par exemple? C'est quelque chose que tu mets en place? Non, personnellement, c'est pas quelque chose que je mets en place. J'ai l'impression en plus qu'aujourd'hui, ça a été un peu, pas banni, mais ils ont un peu stoppé le cheat code. C'est-à-dire que je pense que ça doit se limiter à quelques milliers de vues, au maximum quelques dizaines de milliers de vues. Après, tu me dis si tu as testé et que tu as eu des résultats différents, mais que ce soit pour moi ou mes clients, c'est pas vraiment quelque chose qui a performé. Après, j'ai vu qu'il y a des gens comme Jeremy Coleman. Lui, il a fait une stratégie de fou. En gros, il m'a identifié sur une vidéo. Je suis allé voir sur son compte. La vidéo n'y était pas. Mais pourtant, il m'avait identifié sur 4 vidéos différentes. Parce qu'en fait, il réagissait à une de mes vidéos. Et à ce moment-là, j'ai compris la stratégie. En fait, il postait des vidéos Reels d'essai à chaque fois différentes. Par exemple, avec un titre différent au-dessus ou avec un montage légèrement différent. Probablement pour tester un peu la vidéo et savoir après derrière laquelle il va poster. Donc ça peut être une stratégie Ok. si vous avez beaucoup de volume de vidéos, les mettre toutes en Reels d'essai, faire différentes versions et ensuite trouver la version, par exemple avec le titre au-dessus, qui va le mieux marcher, par exemple. Ah ouais, bah, c'est pas con. Franchement, c'est pas con, ouais. Ok, je vois. Bah, ça, je Ouais, pourrais mais le ça mettre en prend un peu de place temps. Enfin, carrément. juste poster, ça peut prendre 1 minute. Ensuite, poster 4 vidéos, ça te prend 4 minutes. Je trouve qu'il faut vraiment avoir le temps, en tout cas. Perso, je préfère directement poster et faire confiance à mes compétences. Ok. Ok, bah, c'est une philosophie que je comprends. Mm. D'ailleurs,
Qu'est-ce que tu as fait toi pour essayer de vendre avec Instagram? D'autres choses, j'ai essayé de faire du call to action, que ce soit en story ou en réel, du setting à tiède également, des lead magnets sur YouTube. Donc ouais, tout un tas de choses que j'ai testé. En ce moment, je suis toujours en train de me chercher parce que je suis quand même au début de mon activité entrepreneuriale. Mais ça commence à fonctionner et à rapporter ses fruits. Je reste au début, je reste débutant. Donc je suis une éponge, j'absorbe de tout le monde et j'essaie de ne jamais avoir d'ego et de toujours essayer d'apprendre. C'est pour ça que là, je suis toujours en train de tester pas mal de choses et j'ai pas encore ma stratégie qui est définie au clair. Pour le moment, qu'est-ce qui a le mieux marché? Si tu regardes les clients que tu as attirés, c'était comment que tu les as attirés? Honnêtement, ma vidéo YouTube qui a fait 250 000 vues parce que c'est la vidéo d'éloquence là que j'ai faite. À la fin, j'ai un call to action. Celle-ci, elle a bien fonctionné. Elle m'a rapporté quelques clients. Ouais. Je pense que la vidéo à elle seule, en vrai, en termes de chiffres, elle a dû me rapporter, je pense, ouais, pas loin de entre 6 à 10 000 euros. Ok, très propre. Et également, tu as parlé d'un truc hyper intéressant, c'était l'ego. C'est vrai que la plupart des gens, ils vont avoir tendance à avoir un ego très fort, surtout en France, où tu vas leur proposer par exemple une aide et ils vont instantanément se braquer à ce moment-là. Euh, et donc, c'est une très bonne chose que tu aies un peu cette mentalité de OK, j'essaye d'apprendre de n'importe qui. Un peu mentalité japonaise où je suis toujours un apprenti, même quand j'ai atteint la ceinture noire. Bah, en fait, la ceinture noire de mon sport ou de mon activité est juste le départ en réalité. De fou, je peux que te rejoindre sur ça. Moi, j'apprends de personnes qui sont plus jeunes que moi, qui n'ont pas eu les mêmes expériences que moi, qui, parce qu'en fait, ils ont des choses à m'apporter que moi, je n'ai pas, en fait. La vision, je peux pas l'avoir à 360. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer de personnes qui vont pouvoir t'éclairer sur des aspects que tu n'avais pas encore vus. Ok, en tout cas, je pense qu'on va finir le podcast sur ça. Juste dernière chose, tu peux parler exactement de ta cible, faire un petit call to action et je mettrai ton Instagram par exemple en dessous.